Et là, j'ai au bout du micro Georges Goma qui est là. Bonjour Georges. Bonjour Caroline. Ça va bien? Ça va très bien. Il est -8 là. Hein? Oui, là, Georges, il va très bien. Il est très heureux de je suis très heureux là. Vivement qu'on descende jusqu'à plus bas encore. Hein? Ah ben, on va sûrement remonter là. Remonter plutôt. Plus Oui. Remonter. Ouais, ben tout est en relatif, Georges. Voilà. On a un gros mois. Là, on vient de terminer le mois de l'histoire des Noirs, février. On va s'attaquer en mars à, j'allais dire Boko Haram, mais on va aller aux racines, aux racines du mal, d'une certaine façon, au fondement idéologique, en faisant un topo, là, un panorama de l'histoire des religions d'une certaine façon. C'est un gros sujet, un sujet complexe, là, mais qu'on va essayer de décortiquer, de simplifier et de généraliser, là, comme tu le fais si bien. Alors, on va pas peut-être ouvrir cette boîte de Pandore des grandes religions, mais on va focaliser sur un phénomène tout à fait particulier que le Boko Haram. Et bien sûr, le Boko Haram a des ramifications très profondes avec la religion en tant que telle, avec l'islam, pour ne pas la nommer. Alors, Caroline, tu sais ce qui est formidable dans cette série de chroniques que nous allons aborder au cours de ce mois de mars, en entrant par le canal de Boko Haram, c'est l'affiliation finalement avec les chroniques que nous avons passées dernièrement. Oui, tout est interrelié, il y a un lien, vraiment. Et notamment, une fois de plus, tu étais en Suisse, la série de chroniques que nous avons faites sur les royaumes africains. Oui. Les royaumes africains, les empires africains. Et c'est là où, évidemment, il faut voir un peu les filiations, comment est-ce que ça s'est bâti. L'Afrique noire a été comme un peu prise en sandwich entre deux grandes civilisations. On avait fait remarquer que autour de la Méditerranée, le monde entier c'était autour de la Méditerranée. On n'avait pas encore découvert l'Amérique, on n'avait pas encore découvert l'Afrique, mais tout se passait autour de la Méditerranée et les Européens faisaient face aux Arabes. Voilà. Et l'Afrique aussi, la découverte de l'Afrique et la construction de l'Afrique moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est fait avec la grande influence de ces deux grandes civilisations, la civilisation occidentale et la civilisation arabe. Ça s'est passé comme ça avec les religions aussi. Et quand on voit les Africains, l'Afrique noire en tant que telle, on est entre finalement deux grandes religions qui ne sont pas des religions originelles dans l'Afrique, puisque la spiritualité africaine était construite autour de ce qu'on appelle l'animisme aujourd'hui. Alors, on a implanté ces deux religions-là. Voilà. En fait, ces deux religions sont venues conquérir l'Afrique avec les moyens de conquête qu'ils avaient et se sont imposées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Afrique, on a les chrétiens et les musulmans. Et les pays africains qui étaient au bord frontalier avec le Maghreb, avec le Sahara, l'Afrique maghrébine, ces pays-là ont reçu l'héritage, n'est-ce pas, de l'islam. Le Sénégal, le Nigeria, le Niger, le Tchad, tous ces pays-là. Et un peu plus bas, où les Européens sont rentrés, ils ont reçu l'héritage du christianisme. Vous voyez, le Congo, l'Angola, tous ces pays-là ont reçu cet héritage-là. Et voilà, donc aujourd'hui, avec le phénomène Boko Haram, on est toujours là. Je ne parle pas, on va pas aborder cette thématique émotionnellement. Il faut l'aborder. Oui, parce qu'on aurait envie de graisser. Non. Mais c'est là où on fait des erreurs, parce que Boko Haram, c'est toute une dynamique géopolitique. Il y a la géographie, puisqu'ils se revendiquent un territoire géographique, l'État islamique, ils le revendiquent, et ils sont stratégiques. Ils ont une armada extraordinaire, ils ont des armes extraordinaires, et ils ont une logistique aussi très extraordinaire aussi. Donc c'est des gens qui sont sur le terrain et qui font des choses, qui posent des actes. Et qui posent des actes qui ont cette vocation malheureusement à broyer notre émotivité avec la férocité, des actes qu'ils posent. Vous voyez, quand on a eu Charlie Hebdo là, on a tué, tout le monde s'est revendiqué, je suis Charlie, et puis on a tué un certain nombre de personnes, mais au même moment, on sait qu'on a tué 2000 personnes
comme ça par Boko Haram. Oui, il y a quelque chose d'incompréhensible avec Boko Haram. Mais là, on va revenir parce qu'évidemment, on s'en parle puis on a envie de tout. Revenons sur l'idéologie. Donc, il y avait les catholiques, le christianisme, l'islamisme, un clash de deux religions. Est-ce qu'ils se sont confrontés? Les religions se sont toujours confrontées, Caroline, au cours de l'histoire. Ouais. Même au sein de la religion chrétienne en tant que telle, on connaît l'histoire. En France, où les protestants se sont battus avec les catholiques, avec une force extraordinaire. L'Inquisition en France, on sait ce que c'est. Les argonautes en France, on sait ce que c'est. Donc, les religions se sont toujours affrontées. Là, on est dans le christianisme avec ces différences-là. Vous voyez, même, on va en URSS, on va parler des orthodoxes. Ouais. Ici, en France, en Espagne, aussi, on parle des catholiques. Donc, il y a cela. Donc, les religions aussi, il faut toujours savoir, il faut que les gens sachent que la société a toujours été gouvernée par les religions. C'est avec la laïcité que, évidemment, l'État a pris le devant sur... c'est un phénomène assez récent, là, historiquement. Ça, c'est un phénomène assez récent. Mais l'histoire de la religion, en tant que telle, c'est quelque chose de extraordinaire dans la compréhension, n'est-ce pas, des enjeux qui sont les nôtres. Oui. Voyez? Bon, maintenant, revenons un peu sur l'islam, puisque c'est ça, autour de Boko Haram, on parle un peu de la religion catholique, un peu pour dégager ce contexte-là. Alors, Boko Haram se revendique du salafiste. C'est un groupe qui se revendique du salafisme, du djihadisme et de l'anti-occidentalisme. Voilà ces trois choses autour desquelles le Boko Haram essaie de bâtir, n'est-ce pas, son idéologie. Islamisme, on comprend bien, anti-occidentalisme, mais salafisme. Les salafistes. Voilà. Alors, les salafistes sont des sunnistes en même temps. C'est des sunnistes. Les sunnites, voilà, des sunnistes. L'idéologie du salafisme, c'est de se revendiquer de l'islam originel. L'islam des origines, des premiers temps du prophète Mahomet. Voilà. C'est-à-dire que c'est un islamisme très très rigoureux dans la pratique de la religion. Et la notion de sunnisme vient de la sunna. La sunna. Alors, la sunna, comment on la définit? C'est en fait, c'est un livre qui cristallise, c'est le deuxième livre après le Coran, la sunna. C'est-à-dire que ça décrit un peu, c'est l'ensemble des paroles, des actions et des jugements du prophète Mahomet, et qui sont fixés dans ce qu'ils appellent les hadiths, c'est-à-dire les récits. Donc on a repris ces récits-là et on a constitué, n'est-ce pas, ce livre-là, ce recueil de textes qui vient juste après le Coran. Donc ils sont sunnistes. Et salafisme, c'est vraiment la religion islamique pure et dure, dans la rigueur même de la chose, et voilà. Et ils sont anti-occidentalisme, parce que, évidemment, ils trouvent que c'est l'Occident qui pervertit les valeurs religieuses profondes. Vous voyez? Oui. Donc, avec l'évolution, la liberté et tout cela, avec les salafistes, il n'y a pas de cela. On s'en tient à la vie pieuse dans toute sa rigueur d'autrefois. C'est carré. Ouais. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Les salafistes. Mais quel est l'état du salafisme aujourd'hui? L'état du salafisme aujourd'hui. Est-ce que tous les pays islamiques se revendiquent du salafisme? Je ne crois pas. Parce que quand on regarde un peu les pays arabes, ben écoutez, il y en a, vous allez en Arabie Saoudite, il y en a qui roulent sur l'or, qui mènent une vie qui est semblable à la vie, qui est même la vie occidentale. Ouais, on peut dire qu'il y a matière à interprétation. Voilà, matière à interprétation, tout à fait. Donc voilà à peu près un peu les salafistes, c'est pas eux qui en fait qui ont le monopole de l'islam. Ils n'ont pas le monopole de l'islam. Et on peut même dire qu'ils sont quelque part des arriérés.
un peu des arrières, parce que quand même, une religion qui reste dans ses principes anciens et qui ne voit pas l'évolution du monde pour s'adapter, même la religion catholique aujourd'hui commence à se desserrer. Elle est en mouvance aujourd'hui. Quand on voit les déclarations du pape François, écoutez, on se dit, mais est-ce qu'on a encore de la religion catholique ou pas? Mais parce qu'il y a une réalité qui s'impose, qui est l'évolution de notre société aujourd'hui. Voyez? Donc, en fait, voilà, le Boko Haram se revendique un peu de cette rigueur-là, de cette rigueur. Et on voit bien aussi que dans les objectifs de Boko Haram, les choses ont changé au cours de l'histoire. Et ça a été créé par Mohamed Youssef en 2002, et Youssef a été tué en 2009, et puis il y a un autre, Boubacar Shekau, qui est en train de terroriser, là, on le voit, les vidéos qu'ils envoient. Et puis je vais vous dire aussi, de poser une question, je vais te dire ceci, Caroline, pour renforcer un peu, te donner un peu de lumière sur la question que tu veux poser, c'est que Boko Haram, au départ, il cherchait des attaches avec une autre dynamique religieuse extrémiste. Avant, c'était les talibans. Ils ont voulu s'accrocher aux talibans d'Afghanistan. Et les talibans ont été brisés en Afghanistan. Et après, ils se sont rattachés à la nébuleuse Al-Qaïda. Oui. Ils se sont accrochés à la nébuleuse Al-Qaïda. Et depuis un certain temps, la nébuleuse Al-Qaïda a été brisée par la mort c'était frité et brisé par la mort de son chef, comment on l'appelait déjà là, Oussama Ben Laden. Et maintenant, comme de plus en plus on parle de l'État islamiste, et voilà, Boko Haram aussi se rattache maintenant autour de l'État islamiste. Mais moi, tu disais que c'est né en 2002, donc c'est assez récent. C'est très récent. Mais c'est né comment? D'où c'est né ça? D'un clash économique? Non. D'un truc politique? Et où c'est né d'ailleurs? Parce que, précisément? C'est une très très bonne question, Caroline. C'est né au Nigeria. C'est ce qu'on pensait bien, mais... mais c'est né au Nigeria. Même avant, mais vous savez que le Nigeria a une tradition très forte du conflit religieux. Il y a des chrétiens au Nigeria, et puis il y a des islamistes au Nigeria, même s'ils sont majoritaires. Mais c'est toujours le problème qui a toujours, en fait, comment je peux dire, ténaillé un peu le Nigeria depuis des années, parce qu'il y a plein de tribus, il y a plein de clans, il y a plein de qui se battent. C'est un État fédéré d'un certain nombre d'États, et donc surtout le Nord. Et ceux qui veulent prendre le Nord du Nigeria, c'est pour établir quand même ce qu'ils appellent la charia. La charia, la fameuse charia, la loi coranique ou la loi islamique pure et dure. Voyez? Donc c'est ça l'objectif fondamental de Boko Haram aussi, c'est de créer cet État islamiste qui fonctionnerait sur la base de cette loi islamique qui est la charia, et on sait très bien la rudesse même de cette approche idéologique. Les pauvres femmes, ils savent à quoi s'en tenir avec une idéologie rétrograde comme celle-là. Sans nom, une idéologie sans nom, moi j'ai envie de dire. Voilà. Mais bon, c'est parti du Nigeria, ça s'est étendu parce que là, oui, bien sûr. Évidemment, ça a des ramifications. Je l'ai dit en entrée, hein. Les pays africains qui ont hérité de l'islamisme, c'est le Niger, et il y a Boko Haram aussi, et le Niger est dans la zone, n'est-ce pas, dans le prisme, n'est-ce pas, de Boko Haram. Il y a le Tchad. Aussi, il y a le Cameroun aussi. Vous savez que le Cameroun, la particularité du Cameroun, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, c'était d'abord une colonie allemande, le Cameroun. Le Cameroun était une colonie allemande, avec les actes que l'Allemagne a posés et la punition qu'on a donnée à l'Allemagne, et on lui a retiré le Cameroun et on l'a partagé entre l'Angleterre et la France. Voyez? Et donc c'est le pays, c'est anglophone et puis francophone, mais aussi c'est aussi musulman, c'est aussi musulman. Ou surtout la partie nord. Et dans cette partie nord, évidemment, où Boko Haram est en train de bousculer alors le Cameroun. Vous savez qu'en ce moment, il y a une guerre. Il y a une guerre au Cameroun. Et en passant d'ailleurs, on va voir un peu la prochaine chronique. On va la faire un peu sur la dimension terroriste, n'est-ce pas, du groupe Boko Haram. L'activisme, la troisième, l'activisme au Nigeria et au Cameroun. C'est là où on va focaliser un peu sur ce qui se passe en ce net moment. Vous savez, mon épouse est camerounaise.
camerounaise. Et donc, je suis de cœur camerounais. Et en ce moment, il y a une guerre féroce qui se passe au nord du Cameroun, où des jeunes officiers sont en train de mourir comme des mouches face à Al-Qaïda. Et puis le Tchad aussi est rentré en guerre contre Boko Haram. Et dans la sous-région de l'Afrique centrale, le Tchad, c'est une puissance militaire énorme. On a vu ce qu'ils ont fait au Mali, avec toujours la même problématique. Ouais. Et là, ils sont sur le terrain au Cameroun et pour repousser, n'est-ce pas, les gens de Boko Haram. Et puis bon, ça ce sera la 4e chronique. On va voir comment les États africains s'organisent pour faire la guerre à Boko Haram. Oui, et puis ça, on pourrait le mentionner aussi, peut-être sans trop l'aide de la communauté internationale, parce qu'on focus beaucoup là sur l'État islamique, mais peut-être un peu moins sur Boko Haram. Est-ce qu'on a le soutien? Est-ce que du côté de l'Afrique, on sent qu'on a un certain soutien? Le soutenir qui? Ben, soutenir les forces qui luttent contre Boko Haram. Ah oui, d'accord. Mais oui, mais bien sûr, il y a le soutien en Afrique. Bon, le soutien, quand il reste au simple soutien, ça ne mène à rien. Le soutien, il faut soit donner de la logistique, soit donner des moyens financiers, et soit donner des moyens militaires. Voilà ce soutien-là qui peut faire quelque chose. C'est pas dire simplement que je soutiens sans agir. Mais il y a une aide concrète. Là, voilà, je parle de soutien, mais évidemment. Voilà, c'est ça. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une autre dimension. C'est pourquoi je disais que pour bien aborder ce problème, il faut pas voir le côté émotionnel de la chose, c'est-à-dire que c'est des bandits, des gens de Boko Haram, mais c'est une dynamique derrière. Il faut soulever les écorces pour voir un peu la petite pépite d'or qui se couche derrière l'écorce, mais il faut la soulever, il faut la découvrir. Parce qu'on peut pas comprendre, mais l'armada militaire qu'ils ont, mais les armes qu'ils utilisent. Mais d'où ça vient? Mais les armes qu'ils utilisent de grand calibre, des armes vraiment bien équipées, c'est quand même, ça rentre dans l'industrie de l'armement. Or, l'industrie de l'armement, ça rentre dans la circularité de l'économie du monde. Donc, pendant que les gens se font la guerre, eh ben, il y en a qui se sucrent. Donc voilà. Donc la cartouche qui tue ici nourrit de l'autre côté. Voilà. Donc, dans cette industrie de l'armement, il y a des gens qui travaillent dans l'industrie de l'armement, qui gagnent beaucoup d'argent. Je travaille là, j'ai mon bon salaire. Mais vous travaillez pour quoi? Mais on fabrique les cartouches. Mais les cartouches qui vont faire quoi? Ben, qui vont tuer des gens. Voilà. Donc, il faut qu'on ait le courage un peu de mettre toutes ces choses-là sur la table pour bien comprendre la chose et bien traiter la chose. Parce que si on ne comprend pas les fondements de ces problèmes-là, les solutions seront complètement fragiles et n'aboutiront à rien. On a un gros mois de mars. On a un grand mois de mars, on va plancher là-dessus. Ben puis sinon on débordera un peu au printemps, au mois d'avril. Il y a pas de problème. Tout au moins nous avons notre temps à nous. C'est vraiment fascinant et très éclairant. Encore une fois, on a envie de comprendre tout ce phénomène-là qui nous comme tu disais, qui est très émotif, mais qui nous donne des frissons. Voilà. Mais on va dénoyauter ça tranquillement. Pour essayer de voir autant que nous le pourrons. On va essayer de voir parce qu'il y a encore beaucoup de choses à comprendre dans cette affaire. Beaucoup d'incompréhension qui résistent même à notre propre compréhension. Exactement. Georges Goma, merci beaucoup. Avec beaucoup de plaisir, Caroline. C'est un plaisir. Bonne journée.